Bonsoir. Oh là, c'est fort. Ils vont nous rejoindre, nos invités Inuels vont nous rejoindre. Voilà, ils arrivent. Je vais prendre le temps de vous les présenter après. Je voudrais faire juste une courte introduction après ce film assez formidable. S'il y a peut-être une personne qui aurait sa place aussi dans ce film, c'est quelqu'un dont l'histoire n'est pas des années 30 ou des années 60, qu'on a vu certaines personnes du film, mais qui date de cet été. Vous vous rappelez, aux Jeux Olympiques de Paris, euh, la boxeuse algérienne Iman Khelif, qui a éliminé son adversaire italienne au bout de 46 secondes après un direct du nez assez efficace. Mao pourra nous confirmer ça lors des huitièmes de finale. Et son adversaire italienne, Angela Carini, a explosé en larmes en disant c'est pas juste, et c'est devenu une affaire politique, avec la première ministre italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui a fait un post sur X en disant que ce combat n'était pas égal, je cite, et en disant qu'il fallait interdire les athlètes ayant des, je cite encore, caractéristiques masculines à concourir dans le sport. C'est devenu une affaire mondiale avec des tweets de J.K. Rowling, qui est maintenant, on le sait, transphobe, de Elon Musk, qui ont dénoncé une athlète trans qui ne devait pas concourir chez les femmes. Il se trouve que Iman Khelif n'est pas trans. Elle a sans doute un taux de testostérone plus élevé que d'autres femmes. C'est la raison pour laquelle une des fédérations mondiales de boxe, l'IBA, l'a exclue de ses compétitions, arguant d'un taux de testostérone trop élevé, mais bon, n'a pas donné ses méthodes ni ses résultats. Donc on ne sait pas exactement si tout cela est bien le cas. Et le comité international olympique l'a autorisé à concourir. Le président de l'IBA, qui est un russe proche de Vladimir Poutine, a accusé le CIO de céder à, je cite, l'idéologie woke. Donc, on est bien dans les enjeux politiques et culturels de cette discussion. Vous l'avez rappelé, aux États-Unis, Donald Trump a banni les athlètes trans des compétitions sportives, alors que selon les institutions sportives elles-mêmes, les athlètes trans, c'est 10 athlètes sur plus de 500 000. En France, le Rassemblement national a, en 2023, déposé une proposition de loi pour faire la même chose. Et une de nos invitées, qui est à côté de moi, Alba Diouf, en sait quelque chose, puisqu'elle est nommément visée dans cette proposition de loi. Imaginez la violence du Rassemblement national. Ce soir, c'est important qu'on donne la parole à des athlètes qui peuvent nous parler au-delà des abstractions, au-delà de l'irréalité, hein, de discours qu'on entend, de leur parcours et de comment ils et elles voient les choses. Alors, je vais vous les présenter très brièvement et puis ensuite, on va les entendre un peu plus longuement. Alba, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiante, vous courez le 200 mètres. Parce que vous êtes transgenre, vous avez été exclu des compétitions régionales et nationales par la Fédération française d'athlétisme et internationales par la Fédération internationale d'athlétisme. Et on va revenir évidemment sur à la fois votre combat et les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Mao Bavidmagne, vous avez 30 ans, vous êtes fondateur du collectif Massilia, boxeur, voilà, Box Massilia, boxeur amateur. Vous êtes le premier boxeur transgenre à avoir concouru officiellement chez les hommes en France. C'était il y a quelques mois. Là-bas, c'est Madeleine Pape. Bonjour. Vous êtes ancienne coureuse de 800 mètres australienne de très haut niveau puisque vous avez participé aux Jeux Olympiques de Pékin. Vous êtes aujourd'hui une sociologue reconnue du genre et du sport et vous êtes à l'université de Lausanne. Merci d'être avec nous. Et puis, à côté d'Alba, il y a Bengt Kaiser. Bonjour, vous êtes médecin de formation et vous êtes professeur honoraire de l'Institut du sport à l'Université de Lausanne. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà quelque chose à dire sur le film très rapidement? Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé dans le film pour introduire cette discussion? Je ne sais pas, Mao, Alba, une phrase, une scène? Oui, moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est quand on a parlé du premier 800 mètres là, dans les Jeux d'Athènes et que la focalisation sur la
pas la défaite, mais l'athlète qui s'est effondré plutôt que la visibilisation de la victoire de l'autre. J'ai trouvé ça vraiment choquant. Elle n'a pas eu le droit à un podium, elle n'a pas eu le droit à une célébration. Et on s'est focalisé sur est-ce que les femmes peuvent compétitionner. Et du coup, Et pendant 20 ans, 32 ans, voilà. Et pendant 20 ans, elles euh, n'ont pas pu, du coup, à cause de elles ont cette rien, image. ouais, elles ont eu aucun mérite et 32 ans avant qu'elles puissent retourner en compétition. Et j'ai trouvé ça vraiment très marquant, vraiment. Madeleine, l'historienne aussi du sport, finalement, qu'est-ce qu'elle en dit? Vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, en fait, dès que les femmes ont commencé à faire du sport, cette émission, pardon, ça c'est ce que je fais le reste du temps, pardon, c'est un... Waouh. Euh, vous m'avez dit, en fait, dès que les femmes ont commencé, on le voit dans le film d'ailleurs, dès qu'elles ont commencé à apparaître dans les stades, en fait, tout de suite, leur présence est mise en cause. Oui, c'est ça. Well, we discussed. Bon, je vais répondre en anglais pour les anglophones dans la salle. Mais pour moi, c'était absolument incroyable que de voir ces images. Je n'avais pas vu les images de cette course auparavant, alors que ça fait partie du folklore du sport féminin. Le 800 mètres de 1928, ça a été le seul jusque dans les années 60. Et pour moi, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir les femmes elles-mêmes qui ont subi l'impact de notre invisibilisation ou de notre élimination des opportunités pour elles de concourir. La même chose vaut pour Annette Nagisa, la coureuse de l'Ouganda que l'on voit. Il faut aller au-delà des débats abstraits pour comprendre comment les individus ont subi l'impact très concret de notre réglementation du genre dans le sport. Voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé? Nous, les humains, on raconte des histoires, on adore les histoires. Et moi, j'ai trouvé que ce film, c'était une super histoire, des histoires très touchantes. Et ce qui m'a frappé, ce sont deux choses. Tout d'abord, la scène d'ouverture avec ces deux pistes avec une séparation et puis ensuite on s'écarte et on voit qu'il y a bien plus de pistes que ces deux couloirs. Et ça symbolise bien le sujet dont il est question. Et puis, à la fin, il y a la question du mythe de l'égalité des chances qui nous est vendu par le mouvement olympique et par les autres institutions sportives qui commencent à craqueler. En effet, il apparaît très clairement maintenant qu'il y a un problème, il y a un souci. Et moi, j'ai trouvé ça très frappant. Moi, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est vraiment le cas d'Amanda. Enfin, on fait clairement face à une injustice institutionnelle. Ce qui me choque, c'est qu'elle n'a pas pu avoir la reconnaissance qu'elle mérite. Elle a quand même remporté cette course. Et étant donné que c'est une femme transgenre, on la considère pas réellement comme une femme. Et je trouve ça vraiment triste que les instances sportives telles que World Athletic ou même la Fédération française d'athlétisme mettent des bâtons dans les roues aux femmes transgenres qui méritent d'être considérées comme des femmes et avant tout comme des athlètes à part entière. Parce que c'est une athlète, enfin, elle n'est pas trans sur la piste, c'est une athlète. Donc, Ouais. c'est ça qui me choque. On va rentrer justement dans votre parcours, Alba. Juste quand vous répondez, si vous pouvez rapprocher le micro un peu de la bouche, voilà. Bien sûr. C'est pas naturel, mais voilà, c'est plus pratique pour celles et ceux qui sont là. En 2022, après votre transition de genre, alors que vous faisiez partie des meilleures sportives sprinteurs de France, vous avez été retiré des listes des championnats de France Espoir et Élite par la Fédération française d'athlétisme. Et puis en 2023, il y a eu la décision par la Fédération internationale d'athlétisme de ne pas autoriser les athlètes trans, hommes et femmes, qui ont, je cite, connu une puberté masculine, de concourir. Cette décision vous a privé de compétition internationale, à commencer par les Jeux Olympiques de Paris, alors que vous étiez pas très loin des minima de qualification. On va pas refaire l'histoire, mais je veux dire, voilà, c'était possible, c'était une possibilité, quelque chose que vous pouviez envisager. Quand vous avez, alors vous avez eu un portrait dans l'équipe, vous avez beaucoup témoigné à ce moment-là, et c'est intéressant parce que quand vous avez parlé de votre combat, il y a des gens à la fédération d'athlétisme qui ont soupçonné que finalement
la transition était une opportunité pour avoir de meilleurs résultats. Donc là encore, la violence de ces propos, mais c'est peut-être le cœur des angoisses et le cœur des paniques là dont on parle. Euh, vous avez dit dans toutes les interviews après, attendez, on ne fait pas une transition par opportunité, on ne fait pas une transition, on le fait pour être en adéquation avec son genre, tout simplement. Racontez-nous d'abord peut-être cette violence-là des institutions, et puis surtout, vous avez dit à ce moment-là, voilà, moi je suis une femme, et il va falloir que vous vous habituiez à ça dans le sport, les institutions et les fédérations. Enfin, j'ai plutôt dit, je suis une femme, il faut dealer avec ça. Parce que je suis une femme et il faut dealer avec ça. Juste pour revenir sur la décision de World Athletic en 2023, en fait, Sébastien Coe, lors d'une conférence de presse, il a décidé de bannir, ce sont les mots, de bannir les femmes transgenres des compétitions, notamment les femmes transgenres qui ont connu une puberté masculine au-delà du stade 2 de Tanner, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans. C'est une décision insidieuse, voire même pernicieuse, puisqu'elle stipule que les femmes transgenres ne doivent avoir connu aucune partie de leur puberté masculine, ce qui n'est pas possible en France. Car ce n'est pas possible de transitionner avant l'âge de 12 ans et quel parent laisserait son enfant transitionner, en tout cas médicalement, socialement, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas transitionner médicalement à l'âge de 12 ans, c'est une décision assez lourde de conséquences et c'est très très compliqué quoi. Et pour revenir sur mon combat, moi je mène un long combat contre la FFA, contre la Fédération française d'athlétisme et ainsi contre World Athletic dans le but de courir au niveau national, car à l'heure actuelle je peux faire que je suis cantonné à un niveau départemental, sachant que je suis la meilleure athlète française sur le 200 mètres et ainsi que sur le 60 mètres, sachant que je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Je fais énormément de sacrifices pour arriver à un certain niveau, et à l'heure actuelle je suis cantonné à ce niveau départemental, sachant que mon niveau est bien au-dessus. Et pour revenir sur comment ça s'appelle, le André Giraud, le président de la FFA, a eu des propos transphobes à mon égard sur Marianne. Il a justement dit que j'avais transitionné pour voler la place des femmes. C'est totalement débile, bien évidemment, car on ne transitionne pas pour le bien-être de qui que ce soit, en fait. On transitionne pour soi. Moi, si j'ai transitionné, c'est parce que je me sentais mal dans mon corps, c'est parce que je ne me reconnaissais pas dans le genre masculin. Aujourd'hui, j'ai fini ma transition. Aujourd'hui, je me sens très bien tel que je suis. Mais je n'ai pas transitionné pour voler la place de qui que ce soit. Je pense que de nombreux obstacles menacent l'équité dans la catégorie des femmes. Et les femmes trans n'en font pas partie, quoi. Absolument pas. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Comment vous avez dit dans différentes interviews que, en fait, dès l'âge de 7 ans, vous aviez compris vous, à un moment, vous n'avez pas compris à 7 ans probablement qu'il faudrait faire cette transition, mais vous aviez compris que quelque chose n'était pas, même par rapport à vos amis ou vos camarades, pas les mêmes réactions. Vous leur disiez, je crois, quel est votre rêve? Moi, je veux être maman. Voilà. Et- C'est assez ridicule, mais c'était à 7 ans précisément. J'étais avec mes copines dans une cour de récréation et je parlais avec Chloé, une très bonne amie à moi d'ailleurs. On parlait de nos aspirations, de nos rêves, de ce qu'on voulait faire plus tard. Et moi, je lui ai dit que je voulais être maman, que je voulais porter la vie. Et que je voulais me marier, quoi. Ouais. Et justement, cette copine-là m'a dit, mais c'est pas possible car tu es un garçon. Et c'est là que j'ai compris que j'étais un garçon à ce moment-là, quoi. Et ma question, c'est justement, dans ce parcours-là, est-ce que le fait justement d'être une athlète de haut niveau vous a fait hésiter dans le parcours de transition, c'est-à-dire se dire, en fait, si je transitionne, ça va être un parcours de la combattante, ça va être... comment ça joue ça? Parce que Mao, tu pourras en parler tout à l'heure, c'est la même question qui s'est posée pour toi. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Moi, quand j'ai rejoint le club d'Aixat-les-Provence en tant que femme, en tant que Alba,
enfin, j'avais abandonné l'idée même de faire de la compétition et même enfin faire du sport, car ce rêve était trop gros pour moi, car pour moi, enfin transitionner et faire du sport, c'était incompatible. Enfin, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est totalement compatible, même si c'est extrêmement compliqué, car prendre des hormones, des oestrogènes, des bloqueurs de testostérone, de la progestérone, enfin une hormone qui est sécrétée durant la période de grossesse, enfin tout ça, ce sont des bouleversements que ce soit au niveau physique, au niveau mental, c'est extrêmement compliqué et c'est vrai que j'avais énormément hésité à pas à transitionner, mais en tout cas à arrêter le sport, car pour moi, combiner les deux à ce moment-là, enfin, n'était pas possible. Et c'est vraiment au fur et à mesure de ma transition que j'ai compris que ça pouvait l'être. Mais en tout cas, il fallait faire beaucoup plus d'efforts pour arriver à un certain niveau. Et j'ai une toute petite question supplémentaire. Après, je vais donner la parole à Mao et vous rebondirez après les unes et les uns sur les autres. J'ai parlé de cette proposition de loi du Rassemblement national qui vous cite nommément, c'est-à-dire qui dit, ce sont des citations là, hein, elle se définit comme femme, trans, noire et musulmane, c'est un pur produit du wokisme et de la cancel culture. Donc là encore, c'est vraiment, vous êtes cité dans la proposition de loi. Enfin, je veux dire, d'habitude, dans la proposition de loi, les députés, ils citent Victor Hugo, ils citent voilà, des références historiques. Là, vous êtes cité nommément, vous êtes une citoyenne de ce pays, je veux dire. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit du moment dans lequel on est, sachant que vous êtes juste une sportive qui veut faire du sport et vivre sa vie. Qu'est-ce que ça nous dit du moment, de ce moment-là, puisque ce n'est pas évident de se retrouver comme ça propulsé par un parti d'extrême droite sur une proposition de loi et finalement mise en pâture comme ça. Justement, avec mon avocat, Maître Closon, on a engagé des poursuites judiciaires contre le Rassemblement national pour transphobie, car il parle de moi au masculin, sachant que aujourd'hui, je suis une femme au niveau En juridique, effet, il parle de vous au masculin. administratif, etc. Donc, moi, personnellement, ça me touche pas. Ça, je suis une femme, je sais qui je suis. Je trouve ça juste débile et pour moi, c'est juste de la bêtise. C'est vraiment un manque de connaissances au niveau de la transidentité. Enfin, j'arriverai même pas à l'expliquer car je peux pas être dans leur cerveau. Mais non, je cherche pas à l'expliquer, hein, mais voilà, c'est en effet assez vertigineux. Mao, alors Mao, vous avez été vice-championne de France et championne de France militaire en 2022 avant de transitionner dans la catégorie moins de 54 kilos. Vous avez fait votre transition. Comme Alba, depuis longtemps, vous saviez que votre genre n'était pas celui qui avait été assigné à votre naissance. Et vous aussi, je te tutoie parce qu'on s'est vu hier, cette transition, tu l'as repoussée parce que tu avais peur de ne pas pouvoir continuer à boxer. La boxe, c'est ta vie. Oui, c'est ça, exactement. Et ben moi du coup, oui j'ai commencé la boxe. En fait c'est marrant parce que j'ai rencontré la boxe après une agression, donc je savais déjà que j'étais trans, mais j'étais persuadé que j'allais rester dans le placard toute ma vie parce que en fait j'avais pas du tout envie de vivre la violence que vivaient les personnes trans et de devoir me justifier et tout ça. Donc je pensais que j'allais tenir dans le placard toute ma vie et que ça allait bien se passer. Et du coup, j'étais lesbienne dans l'espace public. Et en fait, un jour, je me suis fait agresser par un homme dans la rue à Nice. Et en fait, il nous a agressé, moi et mon ex de l'époque, et il nous a dit des trucs vraiment pas cool sur les lesbiennes que je vais vous passer parce que voilà. Et en fait, il a dit des trucs tellement violents qui m'a énervé et moi, je l'ai poussé. Je l'ai poussé, il m'a repoussé, et en fait, là, on s'est battu. On s'est battu, et c'était la première fois que je me battais dans l'espace public avec un mec cis, moi, en tant que, du coup, encore femme, visiblement, dans l'espace. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne savais pas me battre, me défendre, qu'en fait je faisais des trucs qui me plaisaient pas trop et de là j'ai eu l'obsession totale d'apprendre à me défendre. Donc à la base c'était ça que je voulais, c'était apprendre à me défendre pour ma copine, pour moi, parce qu'en plus je vous la fais courte, mais on a appelé la police qui nous a dit mais vous avez vu comment elle était habillée, ma copine de l'époque. Donc voilà, vraiment, ça m'avait franchement traumatisé à l'époque et vraiment mis dans une colère noire. Et du coup, je voulais apprendre la boxe pour ça. Et il se trouve qu'en fait, la boxe est devenue ma passion.
ça m'a libéré, sauvé à plein de niveaux, aussi bien dans mon corps physiquement par rapport à ma transidentité, mais aussi dans ma confiance en moi dans la rue, par rapport au fait que je pouvais me défendre, que j'existais, la place que je pouvais prendre. Enfin, ça a été merveilleux, sauf que à force de masculiniser et d'être de plus en plus moi-même et de plus en plus heureux, et ben finalement, ça commençait à être un peu compliqué dans les compétitions, dans les autres salles, parce que du coup, je prenais pas de testostérone, mais j'étais déjà très androgyne, et sans la moustache, mais quand même, j'avais une tête plutôt androgyne, et du coup, souvent, j'arrivais à des compétitions, on pensait que je combattais chez les hommes, ou des trucs comme ça, alors que pas du tout, et en fait, du coup, petit à petit, le parallèle a commencé à être compliqué, en plus, dans le genre, c'est hyper genré. Donc, c'est les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Et ça commençait aussi à être dur. Parce que les combats avec les filles, où on dit, allez les filles, les filles, les filles. Quand toi, tu te sens pas vraiment fille, ça commençait à être lourd. Mais je me retenais jusqu'à... du coup, j'ai commencé en 2018, les compétitions. Et jusqu'à 2023, donc mon dernier combat en féminine, ça a été jusqu'au 10 juin 2023. Là, j'ai fait de la boxe féminine parce que en fait, j'avais fait beaucoup de recherches et comme Alba, j'imagine, et beaucoup d'athlètes trans, et j'avais vu que c'était très, très, très compliqué pour nous. Même aux États-Unis, il fallait carrément faire les opérations complètes pour être accepté. Donc j'étais en mode, ah ouais, non, donc je vais jamais y arriver. Et la boxe était tellement importante pour moi que je me rends compte aujourd'hui, après coup, de la violence que je me suis infligée. Mais vraiment, je me disais, bon, je vais pas arrêter la boxe, donc je vais je sais même pas comment dire, canaliser mon identité, je la boycotte. J'ai boycotté mon identité en fait pendant un grand moment et jusqu'à un moment où j'en pouvais plus parce que bah, ça commençait à être de plus en plus visible. Il y avait de plus en plus de compétitrices qui commençaient à me dire mais tu prendrais pas de la testostérone, ce qui n'était pas vrai mais qui commençait à me faire peur. Et aussi, du coup, en tant que personne racisée, je suis pas mal victime des contrôles de police. Plus je devenais masculin, plus la police aimait me contrôler. Et en fait, j'avais pas mes changés papiers à cause de la boxe, parce que sinon je pouvais pas compétitionner. Mais du coup, ça a amené à ce que, bah, du coup, j'étais au début un homme noir dangereux, et puis après, j'étais en mode, ah, en fait, t'es pas tant, en fait, t'es une femme. Et du coup, ça a créé des trucs vraiment, des dynamiques terribles. Une fois, je me suis même fait draguer par un policier après qu'il ait vu. C'était vraiment grave. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a complètement changé mon rapport à tout, en fait. Et là, j'ai dit que c'était plus possible, que je pouvais plus supporter ça. Et là, j'ai décidé que bah, j'allais abandonner la boxe pour moi, pour être moi-même et faire mon chemin. Et je pensais que je j'allais pas combattre et que j'allais m'entraîner pour moi-même, quoi. Mao, euh, euh, quel a été on a parlé du comportement de la fédération d'athlétisme pour Alba. Quelle a été l'approche de la fédération de boxe? Parce que la fédération de boxe n'a pas de problème avec le fait que tu boxes aujourd'hui, mais en fait, c'est problématique. Voilà, donc raconte-nous. Et oui. Et en fait, le truc du coup, c'est que donc du coup, j'ai fait mon combat pour la Fédé et tout en n'y croyant absolument pas. Honnêtement, je pensais pas que j'allais y arriver. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un contact qui avait un contact. Et du coup, ils ont décidé de m'accompagner dans ce combat. Et en fait, ce qui a été hyper drôle, c'est que ils ont plutôt accepté mon combat pour des raisons transphobes, sans même le savoir eux-mêmes. Mais en gros, leur excuse, enfin je sais pas, leur signification, leur définition de pourquoi moi je peux, c'est parce que moi, je suis une ancienne femme, pour parler dans leurs termes, et que du coup, je suis le sexe faible qui veut arriver au sexe fort, et que du coup, ils partent du principe que, bon, bah, si je me mets en danger, c'est mon problème, et que du coup, bah, voilà, quoi, c'est très courageux, mais que du coup, il n'y a pas de problème. Alors que, mais vraiment, hein, ils me l'ont vraiment dit à peu près comme ça, alors que vraiment, ils m'ont dit que, par contre, pour les femmes trans, c'est différent, parce que du coup, on obligerait les femmes cis à combattre contre les femmes trans sans leur gré. Donc, du coup, voilà. Ouais. Du coup, c'est quand même, Ce qui c'est dit quand beaucoup même de choses. assez rigolo. Ouais. C'est ouais. Euh, Tu m'as même dit, nous sommes des cas d'école qu'ils ne savent pas gérer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours un peu la première fois, Bah, oui, quasiment. c'est Et ça. en fait, à chaque fois, c'est la panique, en fait. C'est ça. Quand Et en c'est fait, pas, d'ailleurs, juste
de la réaction. Mais Oui. des fois, très Et souvent, en c'est fait, la bah, panique. ça, c'est un côté qui me dérange un peu dans le sens où, bah oui, moi, ils m'ont dit ça, que j'étais le premier cas d'école, qu'ils avaient jamais vu ça avant. Et vraiment, il y a 3 4 mois, j'ai rencontré une femme trans qui fait de la boxe française, qui a eu 2 combats exactement comme moi. Et du coup, bah, elle est de la fédération de la boxe française, moi de la boxe anglaise. Mais moi, à la boxe anglaise, on était persuadé qu'une femme trans ne pourra jamais passer en France actuellement. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'unification, qu'ils ne se Mm. font pas passer le mot et que enfin, c'est quand même, il y a un sacré problème à ce niveau-là. Merci Mao. Madeleine, qui est derrière. Alors vous avez eu deux vies. Vous êtes aujourd'hui sociologue et vous avez été athlète. Euh, Vers 2009 à peu près, vous êtes athlète de 800 mètres et c'est le début de la carrière de quelqu'un qui s'appelle Caster Semenya, qui est une athlète sud-africaine qui depuis a été 3 fois championne du monde et 2 fois championne olympique. Et Caster Semenya, vous l'avez vu arriver avec euh, d'autres athlètes, vous la voyez arriver quand elle arrive sur les pistes. Et d'ailleurs, c'était évidemment son cas a été évoqué dans le documentaire. À l'époque, elle a produit beaucoup de suspicions. Elle s'est retrouvée dans des polémiques sans cesse depuis 10 ans, y compris dans des procédures judiciaires qui durent encore aujourd'hui, contre les fédérations et contre certains pays et certaines grandes fédérations. Euh, Moi, ça fait longtemps que je voulais vous poser cette question, c'est-à-dire, parce que dans la salle, mais parmi les gens qui vont nous regarder, euh, il peut y avoir chez certaines personnes, et après Bernd va nous éclairer sur ce que dit la science, évidemment, mais il peut y avoir chez certaines personnes cette idée-là, ce préjugé, hein, que voilà, les femmes trans sont avantagées. Bon, en l'occurrence, Caster Semenya n'est pas trans, mais euh, euh, comment vous, à l'époque, vous êtes athlète et vous voyez Caster Semenya apparaître, euh, et à l'époque, c'est mal perçu par les autres athlètes. Euh, Qu'est-ce que vous avez compris finalement, vous, depuis cette période-là, que les gens devraient comprendre en réalité, pour résumer d'une certaine façon à très gros traits? Qu'est-ce que nous devrions tous et toutes comprendre pour justement contredire ces paniques réactionnaires, ces paniques morales ou ces questionnements qui émergent parfois chez les gens? Ooh, I don't know if I have the definitive answer. Bon, je ne sais pas si j'ai de réponse définitive, mais si je parle de ma propre expérience, moi, j'ai eu l'occasion de concourir aux côtés de Caster Semenya sur la piste bleue que vous avez vue dans le film, qui se trouve dans le stade de Berlin. Ça, c'était en 2009 pour les championnats du monde. C'était les championnats du monde où la controverse autour de son droit à concourir a émergé. Donc j'ai vu ça en tant qu'athlète plutôt naïve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, lorsque j'ai vu Caster Semenya pour la première fois, je savais que c'était une athlète qui était très forte. J'étais déçue de me retrouver dans la même série qu'elle, avec d'autres athlètes qui étaient tout aussi fortes. Et je n'ai pas remis en question son droit à concourir. Ça n'est qu'une fois que la Fédération internationale a publiquement déclaré qu'ils allaient enquêter sur le cas Caster Semenya la veille de la finale. Je crois qu'elle avait à peine 18 ans, un truc du genre. Elle était extrêmement jeune. Et ça n'est qu'une fois que nos institutions tutélaires ont posé ce diagnostic sur la situation que j'ai commencé à remettre en question sa place dans la catégorie féminine. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Et bien évidemment, il y a toujours des athlètes qui sont plus dominants que d'autres. Ça arrive. Et au fil des années, il me semble que ce qui m'a le plus inquiété, c'est que souvent, on manque de curiosité quant à ce sujet. On a l'impression de connaître les réponses aux questions avant de faire des recherches, de lire différentes opinions, de réfléchir à nos propres biais, à nos propres préjugés.
Et souvent, malheureusement, on manque d'ouverture d'esprit sur ce sujet, alors que ça nous donne l'occasion d'ouvrir nos esprits, de réfléchir de manière critique à nos propres expériences du genre en lien avec le sport, et peut-être avoir l'occasion de rencontrer des gens qu'autrement on n'aurait jamais rencontrés. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Annette Negueza, mais aussi d'autres femmes intersexes, d'autres femmes trans qui ont subi l'impact de ces règles d'éligibilité. J'ai entendu leurs témoignages directs, j'ai vu comment ça les impactait. Il s'agit de gens qui souhaitent concourir, parfois au niveau très local, et qui subissent l'impact de ces politiques d'exclusion au niveau élite. Donc il faut sortir de notre zone de confort pour rencontrer les gens. Vous regardez la situation d'un point de vue mondial et aussi local, du point de vue des fédérations nationales et internationales. On posait la question tout à l'heure, on avait cette question sur le comportement des institutions sportives, des fédérations. On a l'impression, quand on regarde, que c'est parfois, alors on va dire plusieurs adjectifs, morcelé, arbitraire, incompréhensible, que les règles précises ne sont pas toujours édictées, que quand elles sont édictées, comme dans le cas d'Alba, on ne comprend pas la rationalité, et parfois elles sont même carrément réactionnaires. Il y a des fédérations où les athlètes trans ne posent aucun problème, aucune question. Il y a des sports où ça paraît, notamment peut-être les plus visibles, les plus capitalistiques, ceux où les questions qu'on a vues dans le film sont le plus engagées. Ça paraît au contraire très difficile. Quel tableau vous nous dresseriez? C'est-à-dire, est-on finalement de ce point de vue plutôt à l'époque qu'on voyait dans certains, voilà, au début finalement, voilà, ou est-on vraiment en 2025? On a l'impression que parfois c'est complètement incompréhensible et absurde. You know, the title of this panel is Sport. Bon, le titre du panel, c'est le sport miroir des normes sociales. Et en fait, il est important de reconnaître que le sport façonne les normes sociales. C'est une institution très active qui nous permet de façonner nos propres idées quant au genre. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'organisations anti-trans ont ciblé très spécifiquement le sport. C'est pas par accident. Ces organisations savent que les gens investissent leurs émotions dans le sport. On crée des narratifs quant aux différences sportives entre les hommes et les femmes, qu'il y a une ligne très claire avec d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes. Or, c'est juste comme ça qu'on a organisé le sport depuis le plus jeune âge. Et c'est tout. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que la plupart des femmes sont désavantagées par ce genre de narratif. Alba l'a mentionné aussi, ce ne sont pas les femmes trans qui posent problème et qui sapent l'expérience des femmes dans le sport. C'est le fait que le sport reste dominé par les hommes, que les femmes sont dévalorisées par rapport aux hommes. Elles ne sont pas payées de la même manière, elles n'ont pas les mêmes opportunités, elles subissent des violences, du harcèlement en ligne dans le monde sportif, qui est aussi l'expérience faite par cette boxeuse algérienne, Imen Khelif, au début du documentaire. Le message est super. On ne devrait pas entrer en concurrence, mais être solidaire. Les inégalités de genre dans le sport, c'est ça qui sape l'égalité et la justice pour tous. Je vais donner la parole à Bernd Kaiser, mais je te voyais réagir, Alba, quand Madeleine parlait. Je te voyais acquiescer. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que les femmes transgenres ont toujours été autorisées à courir. Enfin, sous certaines conditions, il y a 10 ans, c'était maintenir leur taux de testo à 10 nanomoles, si je ne me trompe pas. Il y a 7 ans, c'était maintenir leur taux de testo à 5. Et depuis mars 2023, elles sont totalement bannies. Enfin, le président de World Athletics, il aurait pu trouver un compromis. Enfin, maintenir leur taux, enfin, maintenir un taux à 2,5 ou à un nanomole ou à 0,50. Enfin, il a décidé de bannir les femmes transgenres qui ont connu une puberté masculine. Pour moi, c'est bannir 100% des femmes transgenres, quoi. C'est juste, on veut pas de vous, faites ce que vous voulez, mais faites pas de sport. Et pour moi, c'est totalement, c'est de la discrimination. C'est tellement violent pour moi. Je comprends pas, quoi.
sachant que le CIO a publié au mois de novembre 2022, enfin le CIO c'est le Comité international olympique, il a publié au mois de novembre 2022 un cadre juridique reposant sur l'équité, l'inclusion, la non-discrimination sur la base de l'identité sexuelle et de l'intersexualisation, supposé permettre aux organismes sportifs qui organisent des compétitions de haut niveau d'élaborer leur propre réglementation. Donc le CIO en fait ouvre la porte, mais c'est totalement les fédés qui veulent pas inclure les femmes transgenres. Donc enfin pour moi c'est je comprends pas. C'est pourtant les femmes trans représentent 1% de la population et dans les 1% de la population, enfin je suis la seule athlète trans qui fait de l'athlétisme quoi. Donc enfin Non. exclure qui? Enfin je suis la seule à être exclue. Si je peux réagir rapidement moi aussi, parce que c'est en lien avec vous deux, je suis complètement d'accord que, en fait, pour moi, le problème, il vient des fédérations. Les fédérations sportives ne sont pas du tout unies. Et en fait, il se trouve que chaque fédération tire au chapeau un peu sa loi. Et en fait, en partant de ce principe-là, on peut pas y arriver parce que il y a la fédération d'athlétisme qui a un choix, la fédération de rugby qui a un choix, la fédération de boxe anglaise, mais aussi la fédération de boxe française, de gymnastique. Et du coup, on n'arrive pas à trouver une unification. Et le CIO, il essaye de nous pousser à l'égalisation, mais vu que chacun choisit ce qu'ils veulent faire, Ouais. on peut pas s'unir. Moi, enfin, désolé, moi, ce qui me choque, c'est même quand on fait une transition complète, même quand on va au bout de ce combat-là, c'est-à-dire que moi, enfin, j'ai tout fait. Mon taux de testostérone est à 0,10. Il est même inférieur à celui d'une femme. Je suis allé au bout de ma transition. Enfin, j'ai tout fait et on m'exclut. Enfin, je suis passé devant le Comité national olympique avec mon avocat. On a constitué un dossier de 300 pages. Enfin, qui prouve que je ne suis pas avantagé, mais pourtant ça bloque au niveau national, au niveau international, et ça je ne comprends pas quoi. Bernd, j'ai deux questions pour vous. La première, d'abord, c'est sur voilà, les institutions sportives, c'est les fédérations, puisqu'on a de cette discussion-là. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, dysfonctionne? Qu'est-ce qui résiste ou qu'est-ce qui fait obstacle, en fait, dans ces institutions sportives-là, fondamentalement? Puisque là, on voit bien l'histoire d'Alba, là, on est dans une zone d'irrationalité. Yeah, because there is a big misunderstanding. There is a Oui, alors là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est un mythe qui reste vivace grâce à beaucoup de violence. C'est que même si Alba parvenait à réduire ses taux de testostérone à zéro, et d'ailleurs ne le faites pas, c'est mauvais pour votre santé, si vous le faisiez et que vous gagniez une compétition, eh bien, les gens ne vous accorderaient pas le mérite d'avoir gagné la compétition parce que, à cause de tout ce que vous avez traversé. Un médecin suédois très connu un jour a dit: Vous voulez être un champion olympique? Alors il vaut mieux bien choisir ses parents. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, nous sommes tous humains, ça c'est ce que nous partageons, mais nous sommes tous différents. Nous avons un patrimoine génétique différent chacun. C'est le cadeau que nous ont fait nos parents et il n'y a aucun mérite à cela. Si vous êtes suffisamment chanceux ou chanceuse d'être Michael Phelps, alors bravo pour vous. Et félicitations d'avoir réussi à exploiter ce cadeau de la nature d'une manière aussi formidable. Mais il n'y a aucun mérite au point de départ. Vous avez simplement eu de la chance. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier lorsque l'on regarde ces questions. Le sport, la compétition au niveau international, c'est la célébration des différences. Nous ne sommes pas sur un pied d'égalité, cela n'existe pas dans le sport. C'est un mythe, c'est un rêve, peut-être. Cela parle à certains, certaines, pourquoi pas. Et le problème, c'est que nous sommes ici sur des sables mouvants. Et les athlètes qui sont ici à mes côtés, lorsqu'ils et elles tentent de s'inscrire dans ce narratif, mais que cela ne qu'elles ne rentrent pas dans les cases, eh bien, elles sont confrontées à des blocages. Mais je suis d'accord avec le message du film. Les choses commencent à changer et vous appuyez là où ça fait mal. Il est grand temps que les fédérations et le CIO
reconnaissent le fait que le mouvement olympique est bâti sur des sables mouvants. Pour le dire clairement, que nous dit la science quand on entend, c'est finalement le préjugé qui est là développé dans les médias ou par les fédérations elles-mêmes, c'est que d'une façon ou d'une autre, les femmes trans ou les femmes avec des variations intersexuées ont un avantage physique sur les femmes cis, quoi, ou qu'il y a un risque de cela. Que nous dit la science très clairement de cela? Très clairement, la chance dit que beaucoup d'incertitudes. Rappelez-vous, hein, c'est la science, c'est la gestion de ne pas savoir ou pas très bien savoir. Hein. Moi, ma devise, c'est plus que je sais, mieux je sais que je ne sais si peu. Voilà, ça c'est la chose qu'un chercheur est confronté à longueur de journée. Ceci dit, il y a quand même des choses qui sont relativement claires. Dans la nature humaine, et on partage ça avec d'autres espèces, il y a le mâle et la femelle. Et ça, c'est une condition sine qua non pour la procréation. Voilà. Et chez les hommes et les femmes, donc l'espèce humaine, c'est XX pour les femmes, XY pour les hommes, puis ensuite plein d'autres gènes qui varient et ça parle entre eux. Ça, c'est la donne pour la procréation. Et ensuite, la nature est imparfaite, hein, heureusement, sinon il n'y avait pas l'évolution. L'évolution est basée sur l'imperfection de la machinerie génétique. Donc, de temps en temps, il y en a 3X, hein, où il y a un X et 2 Y, voire il y a un Y qui fait un peu bizarre avec des récepteurs dans le corps. Et le résultat, c'est quelque chose qui n'est pas clairement à mettre dans une catégorie mâle ou femelle. Ça, c'est une chose, c'est la biologie. On commence à comprendre. Et ensuite, il y a autre chose, c'est le genre. Ça, c'est quelque chose de culturel, quoi. C'est quelque chose que nous, on donne forme. Il y a un lien avec la biologie, mais il y a beaucoup plus. Et aujourd'hui, clairement, dans la discussion, et puis tout à l'heure, il y avait quelques moments où c'était très clair, on confond totalement la biologie avec le genre, la culture. Qu'est-ce qu'on définit quelle est l'identité de quelqu'un? Je m'identifie comme... Puis ensuite, il y a plein de possibilités. Ça, c'est à nous, collectivement, d'en discuter et puis d'en faire quelque chose. Et à ne pas confondre avec la biologie. Madeleine, moi, il y a quelque chose qui me frappe parce qu'en discutant avec les unes et les autres en préparant cette rencontre et en discutant encore hier et tout, en fait, il y a quand même quelque chose qui est quand même drôle parce que on contrôle en permanence, tout le temps, le taux de testostérone des femmes et les hommes. On contrôle rien. Non, mais c'est quand même assez fou. Enfin, je veux dire, il y a plein de dispositifs dans plein de fédérations internationales ou nationales pour mesurer, voir avec plus ou moins de transparence d'ailleurs, la question de la testostérone. Enfin, je veux dire, c'est quand même une obsession là à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. Peut-être ma question est absurde, mais Même des taux de féminité. Hein. Well, I have some bad news, and that's that it doesn't. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas à la mesure de la testostérone. Dans le documentaire, on explique qu'il y a eu un protocole de test sélectif pour les sports tels que l'athlétisme, ou si des femmes sont sous suspicion, eh bien, on les sélectionne pour qu'elles soient testées. C'est ce qui est en place depuis les 20 dernières années. Et la Fédération internationale est en train d'envisager des tests chromosomiques obligatoires pour ce genre de femmes. Ils ont lancé une concertation, on ne sait pas trop avec qui, mais si quiconque a pu obtenir le lien pour soumettre sa réponse, et ça voudra dire que toute femme souhaitant concourir au-delà d'un certain niveau
en athlétisme devra obligatoirement passer un test chromosomique pour prouver qu'elle dispose de 2 chromosomes X. Et pour toute femme qui ne remplit pas cette obligation devra subir des examens bien plus invasifs pour vérifier l'appareil génital, les réactions corporelles à la testostérone, les éventuelles transitions passées. C'est assez inquiétant. Or, le problème, c'est qu'il y a tout un tas d'athlètes qui concourent au niveau élite avant même l'âge de 18 ans. On parle donc de mineurs, d'ados qui pourraient être soumis à ce genre de tests. Et la réalité, c'est que les organisations sportives, qu'elles soient au niveau international, national ou local, ne sont absolument pas en mesure de gérer les résultats de ces tests sur les individus que cela implique. I would be totally counter Oui, absolument. perspective and to understand Je serai contre. Et pour remettre les choses en perspective, pour revenir à la pensée binaire, je vais vous donner un autre exemple. Il s'agit d'un athlète finlandais en ski de fond qui a gagné tout un tas de médailles, des championnats du monde. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il avait un taux d'hématocrit très élevé, et qui est quelque chose qui indique les cellules, les globules rouges dans le sang qui affectent les performances dans les sports d'endurance. Alors, on l'a accusé de dopage, et puis l'explication, c'était qu'il y avait une erreur congénitale, un récepteur de PO. Vous avez certainement entendu parler de ce produit dopant qui avait été utilisé par les cyclistes dans les années 90. Il y avait une petite erreur, donc les résultats, c'était comme s'ils se dopaient à l'EPO. Bon, c'était un petit peu, ça lui a posé problème, mais au final, il a pu conserver ses médailles. Alors, c'est assez intéressant parce que cela montre bien que certaines modifications génétiques peuvent aboutir à des grandes différences sportives qui avantagent les athlètes. Et ce n'est pas du mérite. Et donc, essayer de contrôler la testostérone, c'est un petit peu le début de la fin. Qu'est-ce que l'on recherche? On aimerait assurer une égalité des chances, faire en sorte que chacun commence du même point de départ, mais ça n'existe pas. À ce moment-là, il faudrait tout mesurer tout et n'importe quoi, ce qui est absolument impossible. Et donc, pour moi, c'est pas la bonne voie à suivre. Il y a quelque chose de bien plus important à faire. Je pense que la question la plus fondamentale, c'est quoi ce cirque que sont les Jeux Olympiques? On essaie de faire quoi? On l'a inventé pour essayer de vendre l'idée de la méritocratie, parce que c'est ça qui se cache derrière les Jeux Olympiques. Si vous avez gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques, on vous célèbre, on dit vous êtes quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire, sans tenir compte du fait que votre capital de départ, vous avez pu l'exploiter. Alors, bien évidemment, vous êtes beaucoup entraîné, mais c'est les parents que vous avez eus, l'argent de votre fédération, le pays dans lequel vous êtes né, tout ça contribue à votre réussite. Et il n'y a pas tant de mérite que cela, en tout cas pas autant qu'on le prétend. Alba, sur cette discussion, des choses que tu voulais rajouter, parce qu'on va passer à la phase des questions-réponses bientôt. Non, parce que tout à l'heure, on parlait de la testostérone. Enfin, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la Fédération française d'athlétisme me demande de faire des tests tous les 3 semaines pour surveiller ma testostérone sans forcément m'inclure, en fait. C'est que aujourd'hui, je suis cantonné à un niveau départemental. Je peux pas faire des compétitions au-delà du départemental. Mais je dois faire des tests tous les 3 semaines pour voir que mon taux n'est pas supérieur à 0,50, quoi. Donc voilà.
Je dois réguler mes taux de testostérone pour être sûr d'être dans les clous masculins. Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que je sais pas pour toi, mais moi, les fourchettes, quand on me dit qu'il faut que je sois dans les taux testostérone d'homme, en fait, la fourchette, elle est grande comme ça. Et donc, bon, du coup, je dois être dans les clous, mais du coup, forcément, c'est pas très, très dur d'être dans les clous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de femmes racisées qui ont des problèmes comme ça aussi, parce que je pense que l'échelle, elle est pas très claire. Et oui, du coup, c'est marrant parce que moi, c'est pas toutes les 3 semaines, mais c'est avant chaque combat. Avant mes combats, je dois prouver que je fais bien partie des hommes. Et on est Et d'accord que les On autres... demande ça jamais aux hommes. Voilà, c'est ça. Ça n'a jamais, mais c'est arrivé à partir du moment où les femmes, pour rentrer en compétition officielle vers les années 80, c'est là qu'on a créé les premiers tests de féminité avec les tests d'hormones, chromosomes, etc. Comme elle l'a Ce dit qui Madeleine. ensuite pourrait donner lieu à un homme qui aurait un testostérone un peu plus bas que toi et qui se plaignait ensuite, mais lui, il a plus de testostérone que moi. C'est pas juste. Mais exactement. Et d'ailleurs, j'adore rajouter que je pense que Mike Tyson, avec plus de testostérone que la plupart des hommes qu'il a affrontés, et ben ça posait pas de problème. Alors qu'en vrai, on aurait pu se poser d'un point de vue éthique, est-ce que c'est normal que Mike Tyson, qui met ses adversaires KO en moins d'une minute, il n'ait pas de problème. Alors que Iman Relief, qui en vrai a à peine touché d'athlète quand on connaît un peu ce sport, elle a eu un scandale pareil pour un KO qu'elle a fait une fois dans sa vie, alors qu'elle avait perdu les JO de Tokyo, je crois, et que là, ça n'avait pas fait scandale. Ouais. Donc pourquoi pour les hommes, Bien sûr. c'est pas si grave quand ils ont des taux extrêmement élevés? Bien sûr. Peut-être que c'est pas vrai, mais je pense que... Je pense. Je voudrais juste, avant qu'on passe à la phase des questions, je voudrais juste vous demander tous les deux quels sont un peu votre message essentiel et quels sont aussi aujourd'hui vos combats et vos aspirations. Alba, Moi, j'aimerais gagner mon procès contre la FFA, parce que ça dure depuis 3 ans, enfin, j'en ai marre, clairement. Et j'aimerais pouvoir faire de la compétition comme toutes les femmes, en fait. Aujourd'hui, je peux pas faire les stages en équipe de France, je peux pas faire les championnats de France, les championnats de France élite, je ne peux rien faire, quoi. Donc, voilà, j'aimerais vraiment pouvoir exercer ma passion comme toutes les femmes et être reconnue comme une athlète à part entière, tout simplement. Mao. Alors moi, oui, j'avais noté 2-3 trucs du film que j'avais trouvé pertinents. Alors, du coup, moi, le message que je voudrais faire passer d'abord, c'est que, à mon sens, si on veut essayer de combattre le fascisme au maximum, c'est en restant unis dans nos combats, c'est-à-dire que les personnes trans, non-binaires, hommes et femmes, et les personnes voilées, les personnes racisées qui ont eu des problèmes de test de féminité, les personnes handies, toutes les personnes à qui on met des barrières, il faut absolument qu'on reste unis dans notre combat et qu'ils n'arrivent pas à nous séparer comme ils essayent de le faire. Et je pense que dans ce cas-là, on pourra un peu plus être fort. Donc ça, c'est mon premier message. Attendez, parce que je suis un boomer sur mon iPhone, là. Et oui, j'avais une question pour la fin parce que ça m'a paru vraiment pertinent dans le film, le passage de fin où ils disent que, enfin, il y a une l'athlète trans qui court, la coureuse, là, qui a une histoire très touchante aussi d'ailleurs, et qui dit que c'est souvent les spectateurs qui sont le plus en colère. Et en vrai, je trouve que c'est une vraie question à méditer. On sait un peu pourquoi, du comment, mais pourquoi dans le fond, ça pose autant de problèmes aux spectateurs plus qu'aux athlètes concernés. Parce que même moi, en tant qu'athlète, d'athlète boxeur, je sais que j'ai beaucoup de boxeuses qui m'ont soutenu dans mon combat et qui n'étaient pas contre, enfin qui comprenaient en fait en tant que sportif et sportive ma passion et qui voulaient pas me l'empêcher. Du coup, pourquoi le public en est hostile alors qu'ils sont pas concernés? Donc moi, je trouve que c'est une vraie réflexion à aborder pour essayer de changer les mentalités à ce niveau-là, quoi. Madeleine, Et des parents, bien sûr, alors là, ça vient beaucoup de l'éducation, malheureusement. Beaucoup d'éducation. Voilà. Madeleine, Grand c'est quoi message. la réponse? C'est le spectacle du sport qui est à ce point genré, à ce point patriarcal, quoi, d'une certaine façon. Textuellement, moi, Madeleine. Ouais, à Madeleine. À Madeleine. Non, quelle est l'explication de la est-ce que- sociologue? Bon, c'est aussi le cas que je sais que dans le contexte australien, c'est souvent les parents qui créent les problèmes pour les athlètes
trans qui sont jeunes. Et c'est pas les autres joueuses, joueurs qui. C'est vrai, c'est même pour moi les éducateurs, les coachs, j'en parlais hier avec des amis, c'est beaucoup le travail de l'éducateur, des coachs, des fédérations justement, de changer ces mentalités de tu te bats comme une fille ou tu joues mal ou tu es un homo si tu fais pas bien les choses. Tout ça, c'est des trucs qui jouent et qui font que les mentalités, elles changent pas à ce niveau-là. Et si on veut changer tout ça, il faut vraiment un travail d'éducation. Voilà. Bah, merci. Merci beaucoup à tous les quatre. On va vous poser quelques questions. On a une quinzaine de minutes pour ça. Donc, des micros circulent dans la salle. Je vais vous demander juste une chose, de vous présenter brièvement quand vous posez une question, de vous lever pour ça, pour qu'on puisse vous voir. Voilà, et d'éviter les longs statements, les longs commentaires, de poser une question précise à nos invités sur leur parcours ou sur ce qu'ils ont dit ou sur d'autres questions. Merci. Merci au bureau de la promotion. Merci pour vos témoignages forts. Je m'appelle Maurizio. Question rapide, peut-être pas trop facile. Comment changer les règles pour avoir une inclusivité des différents genres et au queer comme ça? Dans les fédérations sportives, vous dites? Ouais, on peut harmoniser ça. Ou est-ce que c'est possible déjà? Alors, Mao, et puis peut-être voilà. Avant les sociologues, Madeleine, et les sur médecins, oui. parce que moi j'ai une vraie opinion là-dessus, c'est que je pense et je suis persuadé qu'il faut rechanger les réglementations et les législations au niveau du sport. Par exemple, au niveau des taux de testostérone féminins, soi-disant, en fait, avant, les femmes faisaient pas de sport. Avant. Et maintenant, les petites filles commencent à faire du sport dès 8-10 ans. Et du coup, on sait de sources sûres que la testostérone, le sport produit de la testostérone et les lois n'ont pas été remises en vigueur à cette question-là. Et ça, c'est des petits trucs, mais je pense que ça peut vraiment changer les choses d'un point de vue législatif. En fait, il faut des législations pour les nouveaux corps, les nouvelles personnes, les nouvelles femmes. Voilà. Parlez-vous. Madeleine? I mean, I think there's sort of different battlefronts, right? Il y a différents fronts à ce combat. Il y a déjà le sport jeunesse. Et pour le sport jeunesse, il faut vraiment faire de l'inclusivité une priorité. Je pense que c'est une victoire facile pour nous. On doit pouvoir faire en sorte que les jeunes trans, les jeunes non-binaires puissent aller dans les clubs et faire du sport. Ça doit vraiment être la priorité. Malheureusement, dans certains pays, rien que ça, c'est pas possible. Au niveau professionnel, c'est une question de nature politique. Et malheureusement, beaucoup de fédérations sportives prennent des décisions sur la base de ce qui va être plus rapide politiquement parlant et n'ont pas le courage ni la volonté de suivre un processus fondé sur des principes visant à inclure les minorités. Les groupes minoritaires rencontrent déjà une forte stigmatisation, des obstacles importants. Et nous avons besoin de volonté politique de la part des dirigeants des organisations sportives. C'est un travail qui, politiquement, va être difficile, mais qui est absolument nécessaire. Et je pense qu'on entend souvent dire qu'il faut plus de science, plus de recherche, mais c'est vrai, quelque part. On n'a pas assez de données, on n'a pas assez d'études qui ont été faites et qui permettent de rassurer les gens et de montrer ce qui est possible. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que ces études se fassent parce qu'ils ont déjà une idée préconçue de ce que la science va dire. Et il ne faut pas se leurrer ici et croire que c'est un processus de prise de décision logique qui va pouvoir simplement s'appuyer sur des données scientifiques. C'est un processus politique et il faut injecter de l'humanité dans ce processus, faire entendre les voix de celles et ceux qui sont affectés, comme Alba. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Je voyais acquiescer. Oui, absolument. Je voudrais vraiment inciter sur le fait que la science ne peut pas répondre à des questions qui sont irrationnelles par nature. La science ne pourra jamais résoudre un problème irrationnel. Parfois,
J'aimerais pouvoir prendre du recul et puis voir ce qui s'est passé plus tôt. Alors, c'est très bien dans le film de pouvoir voir des images du passé, mais j'aimerais aussi voir ce qui va se passer à l'avenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on abandonne ce mythe olympique, ce mythe de l'esprit olympique et qu'on passe à autre chose. Et que l'on se rappelle l'importance du sport, de l'exercice physique, de l'esprit d'équipe, que les enfants puissent faire du sport les uns avec les autres, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit la manière dont ils relationnent avec les autres, quelle que soit leur préférence sexuelle, qu'ils puissent juste faire du sport et s'amuser ensemble. Une question? Oui. Deux questions devant. Merci beaucoup. Oh, c'est un peu stressant. Donc, Faut pas. Samira, merci beaucoup pour ce reportage. J'avais lu à l'époque que le taux de testostérone pouvait dépendre de l'origine de la personne. Et je me demandais comment le taux de testostérone était calculé dans le sport. Enfin, si le montant était basé par rapport à des normes de personnes blanches et donc pouvait amener à encore plus de discrimination, ou si à tout hasard, vous saviez si ça avait été pris en compte. Là, je me penche vers le docteur. Là, je me penche vers le docteur. The main important thing. Eh bien, la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on s'intéresse beaucoup trop à cette molécule. C'est devenu quelque chose de presque mythique. Si je peux vous recommander un livre, je crois qu'il s'intitule Le mythe de la testostérone. Je ne me souviens plus du titre, mais il y a un journaliste scientifique éminent qui a rédigé un livre sur... Ça s'intitule T, une biographie interdite. Et je vous le recommande vraiment parce que cela balaye toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur le fait que tout est lié à la testostérone. Mais c'est pas vrai, bien sûr, la testostérone, c'est quelque chose d'important. Oui, ça fait des choses dans notre corps, mais n'oublions pas que les femmes ont besoin de testostérone pour... les personnes, disons, de sexe féminin ont besoin de testostérone pour pouvoir procréer et fonctionner normalement. Elles en ont besoin moins que les personnes qui ont été assignées de sexe masculin, mais elles en ont besoin. Est-ce que la testostérone est la réponse? Eh bien, pour être un athlète à un certain niveau, ce n'est pas que la testostérone qui entre en jeu. C'est une façon bien trop simpliste de regarder les choses. Question devant? Ouais. Du coup, moi, c'est Orphée. Pour contextualiser un peu, moi, je suis non-binaire. Et il y a une question que je me pose beaucoup avec le sport, enfin, c'est le fait qu'on se retrouve avec des catégories genrées. Bon, déjà, même en dehors du sport, les échecs sont divisés entre hommes et femmes, ce qui m'a l'air d'être quelque chose, enfin, sauf erreur, mais ça m'a l'air d'être quand même assez débile de Alors, il y a une diviser les catégorie échecs. mixte et une catégorie féminine, c'est ça? Hein, au niveau international. Pour l'échec, Ouais. en fait, les femmes trans sont exclues de la catégorie. En échec, Oui, c'est débile. bah oui. Mais Bon, là, on voit la logique, en fait, parce que dans ce cas, c'est pas, ils assument que les cerveaux des femmes sont inférieurs. oui. C'est grave. Bah, mais du coup, en tirant sur ce même fil, ou par exemple d'autres catégories où j'ai l'impression que les différences hommes-femmes seraient peut-être moindres, genre en tir à l'arc, tir à la carabine, le revolver, enfin ça m'a l'air d'être tout ce genre de sport. Quelle perspective vous voyez peut-être simplement pour le sport de haut niveau, le sport d'élite, de simplement juste un peu abolir les distinctions de genre et de juste avoir des catégories de sport? Parce qu'au final, si on pense un peu à l'idéal olympique, enfin ce qu'on cherche, c'est entre guillemets l'excellence physique, que du coup ça devrait être un peu égal si c'est l'excellence physique entre guillemets de personnes qui sont nées avec genre des chromosomes XX ou des chromosomes XY. Comment ça, Donc Alba quelle perspective on voit peut-être à l'avenir pour un monde du sport, genre juste
à genre. Bah justement, attends, peut-être commençons par vous deux, parce que est-ce que vous voyez dans les zones où vous êtes, dans les espaces où vous êtes, des espaces, des possibilités, des endroits de transformation, des endroits de changement des mentalités, même si Alba, par exemple, vous êtes dans un énorme combat judiciaire en ce moment et que probablement qu'il y a une grosse machine en face de vous, évidemment, mais est-ce que vous voyez voilà, des zones, des endroits de transformation? Moi, peut-être, ça va pas plaire à tout le monde, mais je suis pas pour abolir les catégories. Je pense que dans la conscience collective, il existe deux catégories, hommes-femmes, et pour moi, à l'heure actuelle, c'est impossible d'abolir les catégories, mais je pense qu'il faut plutôt inclure les femmes trans dans la catégorie féminine, les hommes trans dans la catégorie masculine. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes trans qui ne veulent pas transitionner au niveau biologique, car il peut y avoir un avantage. En fait, pour moi, pour courir dans la catégorie féminine, il faut transitionner médicalement. Et c'est vrai que du coup, cela exclut les femmes trans qui ne veulent pas transitionner médicalement. Mais moi, je suis pas pour abolir les catégories. Je pense que il existe deux catégories, hommes-femmes, et pour moi, c'est très bien comme ça. Donc, Tout le monde veut réagir là. Alors, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais Ouais. moi, perso, c'est mon avis. Là, c'est le Le débat dans le débat, allez, on y va. Non, mais parce que, alors, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Alba, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, après, je suis complètement d'accord que on peut pas aujourd'hui abolir les catégories hommes-femmes. On va pas rêver, on n'est pas dans le monde des bisounours et qu'il y a beaucoup de travail à faire à ces sujets. Mais pour moi, le sport arrivera à son pragme quand dans 100, 200 ans, on arrivera à faire du sport mixte et que ce soit pas un problème d'éthique, d'État. Et en fait, pour moi, le vrai problème, c'est que la vraie solution, c'est de changer notre mentalité par rapport aux performances sportives et ce que le sport nous apporte. Évidemment, la performance, c'est important, mais c'est aussi générateur de liens sociaux, de dépassement de soi incroyable, de discipline, ça nous apporte énormément autre chose et j'ai l'impression qu'on est trop dans la compétitivité et la performance et que du coup on oublie l'essentiel du sport qui est de se sentir bien à la fin. Et donc, je veux dire par là que en fait, s'il y a des gens qui ont, par exemple, si des femmes trans qui ne veulent pas aller jusqu'au bout de la transition médicale, en fait, voilà, pour moi, on devrait laisser les gens choisir dans quelle catégorie ils veulent être. Et si ces personnes-là sont meilleures, comme on disait, comme vous disiez par rapport aux dons, moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont des dons et qui sont meilleurs que les autres. Encore une fois, Mike Tyson. C'est pas grave. Ça a embêté beaucoup de gens, hein. Il y a plein de gens qui sont pas contents d'avoir jamais battu Mike Tyson, mais on a fait comme ça. Ou Phelps, ou non, mais c'est vrai. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on change cette mentalité-là, que on veut toujours faire mieux, c'est sûr, mais que des fois, il y aura meilleur que nous. Et il y a toujours meilleur que nous, surtout dans le sport, en vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on va en prendre une autre, une ou deux, mais alors rapide. Mais du coup, vous vouliez quand même débattre. Faites-nous une réponse juste courte, l'un et l'autre, mais ça m'intéresse. Oui, petit retour rapide. On est quand même en face aussi d'un héritage terrible de patriarchisme d'antan, quoi. Et puis il y a des échos aujourd'hui encore qui font mal. Saviez-vous que la taille des slips des joueuses de beach volley sont définies au centimètre carré et que ce soit le moins possible pour que ce soit le plus sexy possible et que même en handball et que l'équipe de Norvège féminine qui a protesté contre cela a mis des trucs un peu plus normaux quoi, s'est fait ensuite disqualifier. Donc on est aussi en face de ça quoi. C'est encore très 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 binaire à l'ancienne et ça c'est un terrible héritage auquel il faut lutter. And I mean, I think that really undermines Oui, même au niveau des jeunes, où il devrait être possible d'avoir davantage de mixité, eh bien, parfois, les jeunes filles se sentent mal à l'aise dans les catégories mixtes parce que ces catégories sont construites autour des garçons. Les entraîneurs sont essentiellement masculins, l'encadrement est essentiellement masculin.
Donc, je pense qu'il faut bien commencer quelque part. Et pourquoi ne pas commencer avec le sport jeunesse? On a l'occasion à ce niveau-là de dérouler le fil et défaire cette organisation binaire du sport qui n'est pas nécessaire pour des raisons biologiques, qui sert un but tout à fait social, bien au contraire. Qu'en pense l'organisation? Une question, allez, une ou deux questions. Je sais pas, je regarde les gardiens du temps. Alors moi, je m'appelle Laurent, je suis blanc, j'ai 59 ans et je suis un homme. Mais je suis quand même parmi C'est vous. ok, Laurent. Mais je suis quand même parmi vous. Voilà. Est-ce que la biologie, quand même, quand on est homme ou femme, n'implique pas une morphologie, une quantité de muscles, une taille, qui fait que finalement, de façon définitive, il n'y aura pas toujours des catégories dans le sport. Je prends le cas de la boxe. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours des catégories hommes-femmes finalement, et qu'on laisse au transgenre, aux gens qui choisissent leur genre, le choix d'aller dans n'importe quelle catégorie? Moi, ça me choque pas du tout. Mais sur le fond, le jour où il n'y aura pas de genre dans le sport, je crois que ce jour n'est pas arrivé. Mais si je peux répondre très rapidement, après je vous laisse répondre, c'est que On va faire- non, c'est que par rapport à la boxe, c'est pour ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, autant en boxe féminine qu'en boxe masculine, il se trouve que je suis très petit. Donc en fait, j'ai des grandes difficultés dans mon sport. Quoi qu'il arrive, je tombe sur des personnes plus grandes que moi. Donc en fait, tu vois, je sais pas si je réponds à la question, mais en vrai, du coup, les difficultés, elles sont toujours là, quoi. Et donc en fait, ce que je voulais faire comprendre, c'est que pour moi, la difficulté, c'est le sport. Et que quand tu as quelqu'un que tu as de plus de difficultés à atteindre, à toucher, bah, c'est ça que j'aime. Enfin voilà, c'est ça que pour moi, les sportifs devraient aimer et tendre. Merci. But I think I mean, it's not black and white. Bon, je dirais que c'est pas manichéen, c'est pas noir et blanc. Si vous regardez le marathon de Lausanne, allez-y en octobre, regardez les résultats. La première femme serait très bonne dans la catégorie masculine, mais on présente ces résultats de manière séparée. Donc on dirait qu'il y a deux courses, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, alors que dans les faits, il y a beaucoup de chevauchement dans les performances entre les hommes et les femmes. Donc, bon, mettons le niveau élite de côté. On ne sait pas à quel point il y aura des chevauchements. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de chevauchements dans les capacités des hommes et des femmes cis, avec les non-binaires. C'est encore plus complexe. Donc, par le sport, on arrive à mettre en lumière ces complexités encore davantage. Y a-t-il une ou deux questions pour terminer? Oui. Et puis voilà, la personne devant en orange. Merci, je m'appelle Manon. Moi, j'avais une question parce que ça m'a quand même beaucoup choqué l'histoire de cette femme qui s'est faite, qui a eu un impact sur sa santé par rapport aux procédures qu'on lui a fait subir sans son consentement. Je voulais savoir s'il y avait des exemples dans l'histoire où les recours légaux, ils ont donné lieu à des changements, enfin qu'on arrête ce genre de procédures qui sont plus qu'atteinte sur la dignité et les droits humains de façon générale. Je trouve que c'est hyper choquant. Moi, j'ai du mal à m'en remettre, honnêtement. Est-ce qu'il y a des exemples où ça marche? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des collectifs de justice qui existent pour accompagner les personnes qui subissent ce genre de choses qui sont, à mes yeux, injustifiables, quel que soit le contexte, quoi. Merci. Qui veut répondre à ça? Bon, peut-être que Alba aimerait juste expliquer les défis pour les athlètes de poursuivre la justice dans cet espace. Il n'existe pas les pistes n'existent presque pas. Il n'y a pas de, la plupart des athlètes, alors Annette Negeza, qui j'ai eu la chance de rencontrer, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle va où pour chercher la justice? Et je peux vous assurer que les fédérations comme World Athletics, ils ne facilitent pas les choses. Ils essaient de bloquer, en fait, la poursuite de la justice.
Enfin, du coup, pour ajouter, c'est extrêmement compliqué. Comme je l'ai dit, moi, ça fait 3 ans que je suis en procédure judiciaire. Je suis passé devant toutes les instances sportives, devant le CNSF en 2022, le Comité national olympique. Comme je l'évoquais avec mon avocat, on a constitué un dossier de plus de 300 pages détaillant les délits commis par les FFA et des études démontrant que les femmes transgenres n'ont aucun avantage. Pourtant, j'ai reçu le mardi 18 juillet, si je ne me trompe pas, les 2 conciliatrices proposaient à Madame Alba Diouf de s'en tenir à la décision de la FFA. Pourtant, lors de cette commission, la FFA n'a pas communiqué l'étude de World Athletic prétendant démontrer que les femmes transgenres qui ont connu une puberté masculine bénéficieraient d'un avantage injuste et disproportionné. Juste pour vous dire que c'est extrêmement compliqué. Là, je suis en pleine procédure judiciaire devant le tribunal correctionnel, devant le tribunal administratif, devant le TAS aussi, le tribunal arbitral sportif en Suisse. Et pourtant, ma situation n'est pas débloquée et cela fait 3 ans aujourd'hui. Donc voilà. C'est assez complexe. Vous souhaite du courage, Alba. Peut-être vous avez levé la main depuis longtemps. Et puis on va conclure comme ça. Bonjour, merci pour votre intervention et vos avis. Ma question, c'était comment vous imaginez les espaces de discussion au sein des fédérations et aussi l'inclusion des premières personnes concernées, donc les personnes discriminées, dans ces discussions. Et vous avez aussi mentionné le rôle du public et comment créer des espaces de discussion dans le public. Merci. Oui, l'implication de la société si justement le sport ne fait pas que refléter les normes de genre. Alors du coup, moi, justement, j'ai des projets de faire en fait sous ce type de table ronde des discussions, mais avec des élus, avec des fédérations sportives qu'on inviterait, et en fait avoir le même type de réflexion pour savoir où on peut aller, déjà unir les problèmes qu'il y a, parce que je sais qu'il n'y a que la NBA et la FIFA qui sont à peu près favorables aux personnes, aux athlètes trans actuellement, et toutes les autres... Le rugby à 13. Le rugby à 13 qui Oui, accepte les aussi, athlètes trans. aussi, parce que je croyais qu'il y avait aussi le rugby, mais en fait le rugby a chuté. Donc, voilà. C'est le rugby à 13 uniquement, pas... Mais et oui, et du coup, ce serait en fait ce même type de table ronde, mais avec les fédérations, les élus, les personnes qui peuvent, qui doivent en fait réagir et faire bouger les choses directement. C'est la prochaine étape pour moi. Mais vous savez, en fait, même si on parle de l'autonomie du sport, cette idée que le sport existe à part des normes, des règles de la société, en fait, ces organisations sont très perméables. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs organisations ou fédérations internationales. Et je vous assure qu'ils font attention, ils suivent les débats, ils suivent les commentaires. Malheureusement, ils utilisent toujours X. C'est dommage, mais je pense que c'est juste pour dire que si on fait du bruit, ils vont entendre ce bruit. Ce n'est pas le cas qu'ils existent complètement derrière un mur et qu'ils n'entendent rien. En fait, c'est possible de influencer ces organisations. Je sais que c'est ça que l'opposition est en train de faire. Ils écrivent des lettres au président de ces fédérations. Ces lettres sont lues et souvent il y a une réponse qui est rédigée. Donc il faut absolument se mobiliser et travailler ensemble pour mettre la pression. Exactement d'accord. Voilà, ils vont regarder la vidéo, donc on peut leur faire comprendre que c'est important de se mobiliser, en effet. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce panel. Est-ce qu'il y a un regret, quelque chose que vous voulez absolument dire pour conclure? Non? C'est bon, pas de regret? Ok, très bien. Merci à vous toutes et tous. Merci d'avoir été avec nous ce soir.